Paul Verlaine, Mémoire d'un veuf, Apologie. Halte là, monsieur l'auteur. Vous moquez-vous avec votre titre qui ne tient pas ses promesses et le singulier tour qu'a pris cette espèce d'ouvrage? Un mot, s'il vous plaît. Comment d'abord se fait-il que le livre Les Mémoires d'un veuf soit si court relativement que vous vous voyez forcé de le gonfler d'un scénario pour ballet et d'un motif de pantomime? Four futur ou four résigné? Pourquoi ne pas avoir placé dans un beau petit cartouche, au-dessous de cette ambitieuse appellation, le nom de vos choses pour la scène, au lieu de les confondre ainsi dans cet ensemble mal harmonieux? Monsieur ou madame, veuillez d'abord considérer qu'en donnant un seul titre aux diverses pièces qui, selon vous, composent ce volume, je ne fais que suivre 1000 exemples contemporains. Puis, si j'ai fondu et non confondu des fragments d'apparence théâtrale dans ces mémoires, qui vous dit que je n'ai pas eu mes raisons? Bien, mais le titre lui-même, par rapport aux pages seules qu'il concerne typographiquement, voyons avouer qu'il ne répond pas du tout à l'idée que d'honnêtes gens, que de moyens lecteurs sont susceptibles de s'en très justement former. En un mot, cette partie du livre n'a pas le caractère de mémoire, tel qu'on entend d'ordinaire ce mot. Autobiographiquement, non, parlant, mais j'ai le droit très net de me servir d'un mot commode, large, traditionnellement élastique, pour désigner une série d'impressions, de réflexions, etc., etc., émanant d'un homme qui serait aussi libre, indépendant, dégagé, aussi désintéressé qu'égoïste, et le spectateur par excellence, par exemple, qu'un veuf. Mais excusez la discrétion, vous, veuf, vous l'êtes? Je le suis. Alors pourquoi votre livre a-t-il l'air de s'en douter qu'à peine, à grand-peine? Mais quittons ce sujet. N'êtes-vous pas bien sévère pour Victor Hugo? Ah ça, allez-vous aussi me reprocher d'aimer Gaston Balza? Ce n'est d'estimer les voix intérieures et autres feuilles d'automne, de supporter les drames et plusieurs romans. Permettez d'admettre en partie la légende des 93. Écoutez donc, de compter jusqu'à 2 vers bien dans les châtiments. Oh, le diable d'homme! De déplorer une mort tardive. Mais me laisserez-vous parler? On est tout oreille. Oui, je vous trouve sévère, Alexei, pour ce poète. Grand homme, grand homme. Pour cette foule derrière ce corbillard, des pauvres. Pour ce peuple, enfin pour ces peuples, tous les chauds d'ici-bas. Alors vous ne regrettez pas votre violence? Ma violence? Ce que vous appelez ma violence contre des bouts rimés, des truismes et la plus sotte vieillesse, la décadence la plus encombrante qui fut jamais. Oh non, laissez-moi me tordre. Enfin, vous n'admettez pas la critique, je le vois bien. Mais que si, madame ou monsieur, mais que si, que je l'admets, quand elle me semble juste. Seulement ce ne fut pas le cas jusqu'ici. Aussi bien je reparlerai plus au large et au long d'Hugo dans quelque autre livre. Continuez, si vous voulez, je vous écoute. Quoi encore? Ah, le style vaguement argotique de quelques-unes des phrases miennes. Je m'en déferai pas, et pour cause. Par instant, un peu du ruisseau remonte, un brin, en ce moi qui fut élevé dans la ville, où il y a la rue du Bac. C'est comme pour mes tournures patoisantes de quelquefois. Pure hérédité, cher monsieur ou chère madame, atavisme indéfectible. Mes ascendants, dès l'avant-dernière génération, remuèrent qui des guerres aux ancestraux, qui des archives héréditaires d'un tabellionnat rural. Alors reste quoi? Ouf! Mais reste nos moutons. Revenons-leur. Pourquoi si court, hein, vos mémoires, ô veuf? Tout au plus sont-ce des notes, des aperçus.
Des mémoires gros comme le bras, monsieur. Des mémoires, madame. Talent, génie, tout ce que vous voudrez à part. À la Retz, à la Saint-Simon, à la Chateaubriand, à la tous. Anecdotes, réflexions, main colibet, quelque littérature, l'histoire, tout et de tout y sera. Seulement, ça manque, oui, et ça manquera de transition. Comment y sera, comment ça manquera? Mais c'est écrit et fini. Oh, j'ai l'intention de continuer jusqu'au naturel, caetera desiderantur, et de publier de temps en temps des extraits de cet ouvrage, au jour le jour, quitte pour mes très riches héritiers à les réunir en autant de tomes qu'il s'en trouvera nécessaire. Ah, est-ce bien tout? Attendez encore un peu, j'attends. Paul Verlaine, Mémoire d'un veuf, Nuit noire. Le boulevard Sébastopol brûle et poudroie dans le soleil d'une belle après-midi de janvier. Le froid est vif. Collet de fourrure et cache-nez se dressent et s'enroulent autour des cous masculins. Les femmes, bien mises, sont très malheureuses avec leurs manchons de poupée et leurs Gainsborough sans voilette. L'ouvrière et la bonne vieille se sont serrées sur la nuque la capeline réputée laide, mais prouvée commode. Le gamin bat du pied et le cocher des bras. Il fait beau marcher après déjeuner en humant un cigare bien sec. Délicieux ce temps-là. Mais que de pauvres donc, des tas de cul-de-jatte à grosses moustaches goguenardes, des bonnes aventures de toutes couleurs à leurs boutonnières, rampent et glapissent, une flotte d'Italiens mâles et femelles rougeois et puent au son de la cornemuse et du violon. Les manchots traditionnels et les estropiés de tous les membres possibles ou autres fourmillent et encombrent. Que ces pauvres sont insolents, sans exception, et qu'il serait effrayant si l'on était sceptique en diable et un Parisien pour de bon. Le veuf, ainsi, s'exclame et serre son porte-monnaie, d'ailleurs assez plat, sur sa poche de pantalon, à travers son ulster pelucheux et un veston de chez un gaucho, cette cour des miracles circulante ne lui disant rien qui vaille, et il continue sa course. Soudain, son regard tombe dans une porte cochère, surmontée d'un ou plusieurs Veil, Lévy, Meyer, en lettres d'or longues comme la barbe d'Aaron, flanquée de panonceaux flambants et de mulets à la craie sur les demi-cylindres en tôle noire. Oh, douceur, un petit garçon d'à peu près 10 ans, d'un blond faible sous sa casquette bien brossée, pâle et rose au possible, et que drape ou presque sa blouse noire très propre, tant le pauvre enfant est maigre, là se tient assis les pieds dans une chancelière vieille, avec une timbale d'étain dans ses mains chaussées de moufles. Un écriteau suspendu sur sa poitrine de poitrinaire porte hélas, aveugle depuis 2 ans par une suite de maladies. Quoi? La chétive créature aux traits honnêtes, à la mise qui indique les soins d'une veuve incapable elle-même de travailler, mais encore et pour toujours douée de ce cornélien amour-propre de l'amour maternel qui ne veut pas d'autre enseigne d'infirmité ni de pauvreté pour son fils que le trop véridique écriteau et le témoignage cruel des yeux sans regard, que ce petit a vu la lumière il n'y a pas encore longtemps, comme tant d'autres et tant de millions et de milliards d'autres, il a vu le soleil, les étoiles, les nuages, les arbres, des joujoux, des passants, des régiments, sa mère. Et le veuf s'arrête infiniment ému. Il fouille dans sa maigre poche, opération lente à cause de l'ulster et du veston à retrousser et de gants fourrés du Louvre à défaire, et c'est d'une main presque tremblante et en poire
telle celle d'une vraie dévote dans l'aumônière de monsieur le curé, qu'il dépose en quelque sorte au fond de la timbale d'étain, comme par crainte d'offenser la fierté des yeux morts, pourtant du seul vrai pauvre, d'entre cette foule de passe-pauvres, une petite pièce, d'or ou d'argent, sa main gauche ne le sait pas. Ceci, si doucement fait, si discret et avec une fuite si glissante et comme pudique, que le petit aveugle s'écrie d'une voix cassée, mais combien pénétrante. Merci, madame. Verlaine, mémoire d'un veuf, nuit blanche. Deux ombres fort élégantes se sont rencontrées dans le clair de lune d'une nuit de janvier dernier. Très élégantes, ces ombres, il faut y insister, mais un petit tubantes. Hautes d'ailleurs et même hautaines. Mais un petit tubante, là. L'ivresse, certes, l'orgueil, oui-da. Tort d'une part, évidemment, mais si mettant, mais tellement raison de l'autre part. Et d'un Parisien, ces ombres, car nous avons décidément affaire à des fantômes. Être un fantôme pas facile, mais très bien porté dans cette flemme actuelle. L'un des spectres est maigre, l'autre aussi. L'un imberbe, chauve, sans sourcils ni cils, et la tête nue avec un capuchon tombant derrière, de côté. Le capuchon de son camail à tout petits boutons déboutonnés. Costume collant sous des plis roussâtres. Souliers trop longs, peut-être éculés. L'autre, chevelure grise et toute jeune et abondante sous un haut de forme à la soie vaguement en coup de vent, barbe n'importe comme, un peu effilée, humide d'absinthe et de baisers. Des spectres pas comme d'autres, ô nenni. Ne pas oublier leurs yeux superbes, comme on n'en voit plus assez. La rencontre a commencé par n'être pas cordiale. Même des coups ont plu. Le théâtre représente la place de Grève à 2h30 du matin, alors que la brasserie elle-même du square Saint-Jacques vient de prier les derniers noctambules du quartier de s'en aller, et l'ombre de Galbe Moyen-Âge a demandé, avec quelque chose de pointu dans la main, quelque chose comme la bourse ou la vie à l'ombre chic Louis-Philippe. D'où Rix, puis une explication ensuite, de laquelle, bras dessus bras dessous, François Villon et Alfred de Musset arpentent à loisir les alentours du machin trop blanc, où il y a des grands hommes dans des niches lourdes, sur des noms et sous des dates en caractères laids. À propos, maître, dit feu Musset, en mâchelant une ombre de cigare éteint à moitié, que dites-vous de cette bâtisse-ci? Je dis, très doux fils, qu'elle est bien neuve et peu traditionnelle pour un parloir, même moderne aux bourgeois. C'est que, vous savez, la politique l'a dernièrement passée au feu, qu'ils ont dû la reconstruire, et que Pierre Nouvelle manque de batterie, et non sans quelque raison pour cela. Sous réserve d'une nouvelle flambée patinatoire, sans doute. Aucun, mais enfin, moi tout de même, d'un mal je vais sortir un bien, et je trouve ça sous la nuit, lunaire et par le soleil, grec en diable. Bon, je trouve ça ni comme ci ni comme ça, excusez la brutalité. Je n'aimais point trop l'autre parloir, qui était monotone comme cigale et plat comme punaise. Encore avait-il son histoire, niaise un grand tantinet, mais sanglante assez, et même tumultuaire trop. Celui-ci, attendez encore un bon petit bon violon.
C'est juste, mais j'ai peur de l'incendie qui finirait tout avant que rien n'ait commencé. Et qui incite les pouces, en effet. Laissez-moi nonobstant, père, penser qu'au moins la face centrale de l'absurde édifice n'est pas plus mal que ça, avec ses vitres de taverne et ses chevaliers en or, rappel de privilèges précieux, même à ces gens-ci. Oui, oui, d'accord, de tout mon cœur. D'ailleurs, je me rigole un peu de ces statues sans nombre de Parisiens où vous n'êtes pas, Musset. Et moi, Villon, j'enrage et je m'esclave aussi de ne pas y avoir non plus. Quant à moi, pauvre mauvais rimeur, oh tu. Non, non, là, vrai. Dites, vous devez connaître de bons coins nocturnes. Conduisez-moi, voulez-vous? En route alors. Et après passablement de hautes aventures, les deux bons poètes finirent leur nuit au poste, comme il fallait. Verlaine, Mémoire d'un veuf, Corbillard au galop. J'étais dans le haut de la rue Notre-Dame de Lorette que je descendais la tête basse et fumant un cigare, sans penser à rien, ainsi qu'il m'arrive les trois quarts du temps. 10 heures du matin sonnaient partout. Il faisait un de ces soleils mouillés du dernier été. L'air tiède et lourd disposait à l'ennui. Les passants, assez nombreux, allaient d'un pas lent, tandis que la voix des marchands ambulants montait, grêle, parmi la fumée ouateuse des cheminées et la puanteur molle des ruisseaux vers le ciel bas. Un bruit soudain de voiture brûlant le pavé me fit lever les yeux, et j'aperçus un corbillard de dernière classe, un de ces étroits corbillards dits des pauvres, avec un toit demi-cylindrique et un sablier de cuivre incrusté entre 4 étoiles pour tout ornement. Dans ce corbillard, il y avait un cercueil recouvert d'un drap noir, sans broderie, ni croix, ni couronne, ni rien. Un cercueil avec un drap noir dessus, et derrière, personne. Personne derrière. Autour, 4 porteurs au pas de course. Et le corbillard allait au trot, comme un fiacre payé à la course. Ce spectacle, si commun d'ailleurs à Paris, et qui ne m'eût pas frappé dès tout autre moment, m'impressionnera très fort, énervé sans doute que j'étais par l'atmosphère plus haut spécifiée, ou encore bien par cela même que je ne pensais à rien. Et d'abord, je me représentais le mort dans sa bière de 100 sous, bouche ouverte, poings crispés, entortillé à la diable d'un linceul trop étroit, laissant passer les pieds maigres, et les chaos du corbillard le secouant terriblement, ses dents s'entrechoquent, sa tête bat les voliges de çà et là, ses cheveux gris s'en mêlent sur son front jaune, et de sa poitrine s'échappe une manière de gémissement sourd. Qu'est-ce que ce mort, sans amis ni parents pour suivre son convoi, sans le prêtre pour souhaiter bon voyage à son âme? Un vieux criminel? Est-ce que ces gens-là n'ont pas toujours des complices, des maîtresses, des enfants adoptifs, légitimes au besoin? Un suicidé alors? Peut-être bien. Un misérable, à coup sûr. Mais de quelle nature? Un mendiant, un escroc, un ouvrier, un poème, un poète. Un poète. Et comme les temps où nous vivons ne sont pas propices aux personnes qui s'occupent un peu sérieusement de versification, est-ce que tout à coup je ne me vis point, moi, vieilli dans une bière de 100 sous, bouche ouverte, poings crispé, entortillé à la diable d'un seul trop étroit, laissant passer les pieds maigres, et les chaos du corbillard me secouant terriblement, mes dents s'entrechoquent, ma tête bat les voltiges de çà et là,
Mes cheveux gris s'en mêlent sur mon front jaune, et de ma poitrine s'échappe une manière de gémissement sourd. Et personne derrière le corbillard. Et quelques passants surpris se demandent: qu'est-ce que ce mort? Tel vaguait mon esprit, quand machinalement je me retournai pour voir une fois dernière le corbillard, qui était maintenant au milieu de la rue Fontaine, et qui allait toujours son train d'enfer, et toujours sans personne derrière. Sur son passage, les femmes et les enfants se signaient au galop aussi. Les hommes se découvraient. Je me souvins seulement alors que, soit par suite de mon trouble inaccoutumé, soit par l'incorrigible et naïf mépris de la pauvreté qui m'est particulier, j'avais complètement négligé de saluer ce corbillard qui m'avait suggéré des réflexions si mélancoliques, si pittoresques et si prophétiques, probablement. Cheval de retour. Il faisait noir dans l'escalier, plus noir encore sur le palier, et pour comble d'infortune, on ne voyait pas la lune. Mon idée a toujours été d'habiter dans la vraie campagne, dans un village en plein champ, une maison d'exploitation, une ferme dont je fusse le propriétaire et l'un des travailleurs, l'un des plus humbles, vu ma faiblesse et ma paresse. Eh bien, j'ai réalisé cet hoc erat in votis. J'ai connu, pratiqué, apprécié les menues besognes des champs, un jardinage léger, la bonne curiosité, les saines médisances villageoises qui vous font comme une maison de verre et vous forcent à la correction de la vie, tenant toujours en haleine la dignité qui la laisse s'endormir et le sommeil à point fermé après une journée simple. Cela a assez longtemps pour m'en toujours souvenir et le regretter longtemps. Car les circonstances, qu'il y ait eu de ma faute comme c'est probable ou non comme ça se pourrait, viennent de me rejeter fort brusquement même en plein bagne parisien. Et me voici, sombre citadin qui ai perdu ma langue, me trouvant tout dépaysé dans un chez-moi jadis et naguère abdiqué, me démenant pour du beurre sur mon pain parmi cette discorde d'intérêts factices et de plaisirs fous, sans illusion courageuse, lourd d'une expérience inutile. Course des démarches plates et dures comme un trottoir, repas empoisonnés, nuit blanche, voisinage qu'il faut bien subir, tentation méprisée mais forte sur un vieux cœur qui fut autrefois tout à ça. La nuit, je grimpe mes 100 marches à la lueur d'allumettes qui me brûle le bout des doigts, avec de la fatigue plein les muscles, les chansons de la rue plein la tête, pour m'aller coucher et ne pas dormir au bruit jamais fini des fiacres au store baissé et des fardiers et des camions et des charrettes chargées de ferrailles, de meubles cassés et de boucs. Chien. Le grand Baudelaire a chanté les bons chiens de la paresseuse Belgique. Moi, chétif, je veux essayer de dire un chien de Paris. Jean Richepin décrivait naguère excellemment une variété de cette race si supérieure à notre humanité d'aujourd'hui, le chien bohème, noceur, innocemment entretenu, mais pas souteneur du tout, le chien de café, de brasserie, de caboulot ou de taverne, flâneur et fier dans son genre, qui est le bon. Quoi qu'il en soit, voici le mien de chien. Je vis très haut, voyez un peu l'orgueil, dans une chambre dont la fenêtre enfile la rue la plus passante du Paris auvergnat. Dans cette rue, juste au milieu de la chaussée, à tout instant traversée par les plus rapides omnibus, 10 fardiers à la minute et 1000 fiacres en une heure, s'est installé un superbe Terre-Neuve, noir comme le corbeau dont il a l'audace, sans en posséder la sauvagerie, qui sieste en Lanzarote et y règne en Don Juan.
Les amours et son sommeil daignent parfois s'apercevoir qu'il y a des roues et que des chevaux existent, mais c'est tout le bout du monde. Et les fardiers, les omnibus et les fiacres se détournent plus souvent que lui ne se dérange. Plusieurs jaloux, dont quelques-uns de sa taille qui est formidable, tentent bien de le troubler dans les expansions de sa flamme milletresque, mais en vain. Un cours à bois net en déroute ces espèces, et quand la cruelle nature, une fois satisfaite, le retient dans le dos à dos traditionnel auprès de l'objet chéri du moment, son regard rouge et ses belles dents, que corrobore un grondement dont je ne vous dis que cela, font autour d'eux un large cercle d'apprentis et de trottins. Un poète de ma connaissance ne manque jamais, en revenant de la crèmerie voisine avec un peu plus d'appétit qu'auparavant, de s'exclamer, cynique, à sa place, qui de nous pourrait encore en faire autant? Un bon coin. Oh, rien de ce que votre méchante imagination pourrait croire. Un débit dont le comptoir ne se ternit que sous des mains sobres ou presque, en tout cas honnêtes et bien élevées, ou quasi ainsi. Rare un endroit pareil en ce Paris-ci. Le patron, un grand châtain clair, est d'une jovialité avenante, mais qui sait choisir son monde. Vêtu presque toujours d'étoffes claires, par un caprice de blond sans doute, jamais on ne l'a vu dans le tricot du Troquet, et ça effarouche les galvaudeux du quartier. La patronne, beauté royale, a tout le sérieux et la gaieté qu'il faut. Quelquefois sa physionomie claire et franche assume une impossibilité peut-être ironique, mais quand un client lui offre une rose ou l'humble bouquet de violettes, elle s'épanouit d'un vrai plaisir de jeune femme qui aime des sœurs dans les fleurs. Une cage toute pépillante d'oiselets des îles sollicite à chaque instant son regard et son sourire. L'enfant de la maison est une grande petite fille, pâle mais forte et spirituelle, et gamine et bonne en diable. Enfin, une dynastie de commis se succède à de longs intervalles, ce qui fait l'éloge de ces jeunes gens et de la maison. Deux d'entre autres de ces employés portaient les mêmes noms, papal et prénom présidentiel. L'un petit, éveillé, à la frimousse de Gavroche et d'Anamite, étonnait toujours le client de ses yeux toujours malins, pas trop méchants, et de ses réparties étapantes, comme on dit en ce lieu dont le langage est spécial. L'autre, robuste garçon, tête de jeune empereur romain, plus calme et non moins expiègle au fond, piquait d'un mot répété à de savants intervalles, l'imprudent qu'il avait une fois provoqué à tort. Très joli, je suis dans le sous-sol, par exemple. Bref, un personnel très bien. Parmi les clients de choix, on compte des poètes que chevelus et d'autres trop chauves. L'un d'entre ces favoris d'Apollon stupéfie par sa haute, l'autre par sa petite taille, tel autre par ses gestes héroïques, tous par leur joie de vivre en dépit des mistoufles et des guignes. On voit figurer aussi dans cette élite d'anciens magistrats fiers de leur pauvreté, des militaires à qui scrogne il ne ferait pas bon de marcher sur les pieds, ah non alors, que sais-je encore. Parfois, l'intimité rassemble dans l'arrière-boutique la crème de cette crème, et alors ce sont des chants en chœur. Vigourette, vigourou, Noël, Noël, va, petit mousse, etc. Ou bien violon rit ou gémit, ou des calembredaines aussi toquées qu'inoffensives, des luttes et pugilats pour rire, mais actifs, je vous en réponds, ont lieu. Folie, soit, mais folie douce, charmante, et qui en remontrerait à bien des sagesses que nous savons. Aussi puisse prospérer longtemps et toujours le précieux petit établissement,
pour la joie, le repos et le soulard des honestes gens du voisinage. Amen. À la campagne. L'humble cabaret d'autrefois est plein de soleil couchant. La chaude lueur allume les vitres, danse sur le carrelage de briques rouges, crible d'étincelles sanglantes les failles en span du dressoir de chêne à plaques de cuivre, et vient jusque sur la table où je rêve, les mains au menton, empourprer la bière noire dans la grande chope. L'hôtesse est toujours celle que j'ai connue. Elle a quelques cheveux blancs de plus dans sa fauve tignasse. Elle me parle de son mari qui est forgeron et de ses enfants dont l'aîné tirera au sort dans 5 ans. J'ai une certaine difficulté à la comprendre, parce qu'elle s'exprime en patois, et quelque peine à lui répondre, car je rêve. Et en rêvant, je jette à travers la fenêtre basse les yeux sur la grande route qui mène à la rue d'un village dont on voit les premières habitations. L'une d'elles est un peu plus haute que les autres, et des rayons venus de l'ouest en caressent le toit avec une sollicitude toute particulière. De loin en loin passe un cheval traîneur de herse ou tireur de charrue, que guide un rustique, sifflant, jurant, selon l'allure de l'attelage, ou bien c'est un chasseur au léger bagage qui regrette les lourds cardiers il y a 6 semaines. Paysans et chasseurs quelquefois entrent, boivent, paient et sortent après une pipe fumée et quelques nouvelles échangées. Moi, je rêve. Et je me revois dans ce même cabaret, moins vieux d'à peine quelques mois, assis près de cette table où je m'accoude à l'heure qu'il est, et y buvant, comme aujourd'hui, dans une grande chope, une bière noire que le soleil couchant vient empourprer. Et je pense à l'ami, à la sœur, qui chaque soir à mon retour, doucement me grondait d'être en retard, et qu'un matin d'hiver, des hommes en vêtements blancs et noirs sont venus chercher en chantant des paroles latines, pleines de terreur et d'espérance. Et l'horrible abattement des malheurs sans oubli pénètre en moi, silencieux, tandis que la nuit, envahissant le cabaret où je rêve, me chasse vers la maison du bord de la route qui est un peu plus haute que les autres habitations, la joyeuse et douce maison d'autrefois, où vont m'accueillir, rieuses et bruyantes, 2 petites filles en robe sombre qui ne se souviennent pas, elles, et qui joueront à la maman, leur récréation favorite, jusqu'à l'heure du sommeil. Un héros. Dans une prison bon enfant où il faisait une peine de droit commun, quel galant homme de nos jours consentirait à se voir bouclé pour délit politique, mais au bonheur, en n'entraînant pas la perte de ses droits civiques, il y avait un corbeau mal apprivoisé, joie du préau, mais terreur des tout petits enfants du geôlier. Il s'appelait Nicolas, de son nom de baptême. Une aile aux plumes raccourcies l'empêchait de voler, mais un jour il s'évada par une grille ouverte. Grand émoi, surtout parmi les prisonniers qui aimaient ce compagnon, non sans une nuance d'envie à la nouvelle de ce bonheur pour l'oiseau. On rattrapa toutefois le délinquant, qui dès lors, lui joyeux et dansant d'ordinaire, hérissa désormais ses plumes et ne bougeait pas d'un certain angle du mur. Évidemment, il songeait. Un jour, on put savoir à quoi il songeait. La patronne faisait sa lessive et beaucoup de linge flottait dans des baquets. Nicolas n'hésita pas un instant, et profitant de ce que l'excellente femme avait le dos tourné pour quelque réprimande à ses enfants, sauta sur le rebord de tous les baquets et avec une agilité surprenante fit abondamment caca dans chacun d'eux. C'était une revanche de sa nouvelle captivité, une revanche terrible,
car chacun se doute que la fiente d'un oiseau de cette taille dut gâter considérablement le linge fin et gros du ménage. Son acte accompli, Nicolas retourna se coller au mur, dans l'attitude du soldat qui va mourir de la mort militaire. Ses pressentiments ne trompaient pas l'héroïque volatile. Le patron, en rentrant, apprit bien vite l'affreuse nouvelle, saisit sa carabine, et Nicolas tomba pour ne plus se relever, plus heureux que Cambronne, qui n'avait dit que la chose, et que la garde qui ne se rendit pas, mais qui ne mourut pas davantage. J'ajouterai qu'on le mangea, et qu'il fut trouvé coriace un peu, mais savoureux en diable. Jeu d'enfant. Je me promenais rêveur à travers les champs pelés et blafards de l'extrême banlieue parisienne, lorsque mon attention fut attirée par des voix d'enfants, chantant un air autrefois entendu, me semblait-il, et qui me remplit soudain de tristesse, d'inquiétude et presque d'angoisse. Je marchais dans la direction des voix, et ce que je vis, je ne veux pas le dire avant d'avoir prévenu le lecteur que je ne fais pas assez de cas de la vérité pour jamais me donner la fatigue de l'altérer ou même de l'inventer. Mes amis et mes connaissances peuvent au besoin me rendre ce témoignage. Or, c'étaient des enfants de 5 à 10 ans qui jouaient à l'enterrement, un jeu comme un autre après tout. L'un représentant le mort, couché par terre, la tête recouverte d'un mouchoir, ses bras en croix sur sa poitrine, ses jambes allongées, ses pieds joints, le tout ramenant le moins possible, ne parodiait pas trop mal un petit cadavre. Autour, bambins et bambines, qui mangeant une interminable tartine, qui se grattant la tête, qui renfonçant le pan de sa chemise à l'endroit sur lequel on est coutumier de s'asseoir, psalmodiaient de leur timbre frais et faux un de profundis puéril, tandis qu'un autre, assisté de 2 autres, tous 3 emmitouflés de vieux châles octroyés par maman, officiait sur une pierre kilométrique. Ce spectacle fit faire à mes lèvres un mouvement auquel mes pensées ne les ont guère habituées, et vous saurez de quelle nature fut mon sourire quand je vous aurai appris que mon sentiment à l'égard de cet âge est exactement celui professé par le fabuliste Jean de La Fontaine. Pourquoi le poète, qui n'est qu'un enfant en somme, un peu moins consciemment pervers que les autres, peut-être, pourquoi le poète, lui aussi, ne jouerait-il pas à l'enterrement? Ou, si vous aimez mieux, pourquoi ne se distrairait-il pas à manier les choses funèbres de ses innocentes mains sacrilèges? Pourquoi, en un mot, ne fût-ce qu'assez fin de se conformer à l'esprit d'un siècle qui paraît avoir à jamais répudié la mélancolie et ne songe plus qu'à rigoler, pour faire un emprunt au plantureux vocabulaire de Rabelais et de Gavroche? Pourquoi ne prendrait-il pas des familiarités avec cette grande pince sans rire qu'on appelle l'horreur, au risque d'évoquer, lui aussi, derrière lui, dans la contingence, vers l'inconnu, quelque méprisant rictus?